savez, la responsabilité médicale, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose de compliqué parce que ça fait appel, bien sûr, comme toute chose juridique, à des articles de loi qui, le plus souvent pour nous médecins, nous ne sommes pas préparés à ce genre de réflexion. J'avais pensé, en faisant un petit peu d'historique, je vous rassure, ça sera très rapide et très intéressant, pour arriver à focaliser sur aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous appartient de faire ou de ne pas faire, et qu'est-ce qu'on risque de faire. Alors, dans le cadre de cette histoire de la responsabilité médicale, la diapo suivante, il faudrait que vous sachiez que ça a commencé, les médecins à l'époque, dans la période babylonienne, c'était sous le règne de ce monarque qu'on appelait Hammurabi au XXe siècle avant Jésus-Christ. C'est lui, là, que vous voyez à droite, qui a fait le premier code de loi. C'est la plus ancienne d'ailleurs collection de codes de loi connus, qui est immortalisée sur une pierre conique de environ 1,70 m et qui est là, et qui est conservée bien sûr au musée du Louvre, avec une écriture, déjà à l'époque, 20 siècles avant Jésus-Christ, sous forme de clous. Vous voyez que les experts ont déchiffré, et ce qui est intéressant, c'est que dans les 500 environ articles de loi, il y en a 2 concernant des médecins de l'époque. Des médecins de l'époque. L'article 218, lui, qui dit parce qu'en fait la médecine à l'époque c'était surtout de la chirurgie. Si une intervention chirurgicale avec un instrument en bronze provoque la mort d'un citoyen libre, la punition est de couper la main du médecin responsable. Dans l'article 219, si l'intervention la même concernait la mort d'un esclave, voire une invalidité, le médecin responsable doit rembourser le maître en lui fournissant un autre. Donc dans le cas de l'esclave, ça fait un contentieux commercial. Sans plus. La diapo suivante, à peu près de façon contemporaine, toujours 20 siècles avant Jésus-Christ, dans l'Égypte pharaonique, vous avez la prédominance du clergé. Et ça, c'est une chose qu'on va retrouver longtemps. Les médecins étaient du clergé. Ce n'étaient pas des laïcs. Sauf dans une courte période dans l'histoire de l'Antiquité. Alors, il y avait bien sûr le freinage de la médecine rationnelle. La santé dépend de la bonne volonté des dieux. Alors, en matière de responsabilité du médecin, vous pouvez toujours trouver. Tant que les prescriptions et les recommandations suivant les formules sacrées, donc des incantations, étaient respectées, le médecin n'était pas tenu responsable des résultats, même s'il conduisait à la perte du malade, ce qui était le plus souvent. Dans le cas échéant, il peut être condamné à la peine capitale. Vous voyez un petit peu l'éventail, et ça se termine toujours par la tête du médecin qu'on sacrifie de façon avec beaucoup de légèreté. La diapo suivante. Alors, la médecine grecque, avec Hippocrate, que vous connaissez tous, qui est l'auteur du serment, qu'en principe nous connaissons tous, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le père, lui, de la déontologie, les maladies, on pensait que les maladies avaient une cause naturelle et non surnaturelle. Donc il y avait une responsabilité, disons, de la nature et du médecin qui était chargé de soigner le malade. Cause qu'on peut étudier et comprendre, mais sans savoir exactement. À l'époque, il n'y avait pas un développement des techniques pour pouvoir savoir quel était le rôle d'une infection, d'une bactérie, d'un virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait à l'époque, dans la Grèce antique, cette divinité qu'on appelait Esculape. Et vous voyez en bas à gauche l'ancêtre de notre caducé, qui tient le caducé dans son bras, qui est un serpent. Esculape, c'est le dieu de la médecine et de l'hygiène. Dans le temple est situé, pour ceux qui connaissent la Grèce, dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce.
Alors, Aristote, lui, qui est... parce qu'à l'époque, il faut savoir que les médecins étaient philosophes aussi médecins. Vous voyez, ce n'étaient pas des spécialités qui étaient tout à fait étanches. C'était un peu n'importe quoi. Alors, Platon, qui met les pieds dans... Aristote, qui met les pieds dans le plat, et qui dit le médecin a le droit de changer de traitement pendant 4 jours s'il n'observe pas d'amélioration de l'état de santé de son malade. Tout est tout à fait empirique. Si le malade décède, le médecin est tenu responsable et il encourt la peine capitale. Encore une tête qui tombe. C'était dur dans l'Antiquité, d'être le médecin. Et Platon, lui, qui dit le médecin n'est guère responsable des résultats des soins s'il avait respecté les règles de l'art. Alors vous savez, si cet aspect, en plus d'être une science, est resté un art. C'est la différence qu'il y a entre un bon médecin, on pourra parler, si vous voulez, de la relation médecin-malade, et un mauvais médecin. Il y a un côté, vous le savez bien, psychologique important, prise en charge du malade importante, étant donné que dans les cabinets de médecine générale, pour ceux qui sont en particulier dans le privé, vous avez remarqué qu'une grande part des malades qui viennent vous voir, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose, disons, sur le plan organique. Tout médecin, etc., le médecin n'est plus un prêtre, mais un laïc. Ça n'a pas duré longtemps, 5e siècle avant Jésus-Christ. La diapo suivante. Alors, Galien, c'est lui. C'est un grec, encore un autre. Mais lui, il a la particularité d'avoir exercé son art à Rome. Donc, il est pour le compte de la médecine romaine. C'est pendant le règne de cet empereur Marc Aurèle, rappelez-vous de ce grand film Gladiator, c'est lui le responsable de toutes les conquêtes qui a conquis pour la gloire de Rome une partie de l'Europe, bien sûr centrale. Et il a fait la synthèse de la médecine hippocratique, il privilégiait la thèse de l'organe et l'art de la dissection. Lui, Galien, faisait à Rome des dissections publiques. Ça se voit souvent, ce genre de pratique dans les temps anciens. Des dissections publiques à usage des professionnels, mais aussi à usage de la société romaine, qui voyaient comme ça et disséquaient, et en particulier les organes d'animaux. Alors, c'est le règne de la chirurgie de guerre, bien sûr, avec toutes les batailles qu'il y avait, la médecine des plantes et le thériaque. Le thériaque, un petit mot là-dessus, c'est une espèce de substance où il y a près de 200 ingrédients qui est macéré et qui a la particularité d'avoir été utilisé parce qu'on en prenait un bon bout, disons, le matin, un petit peu le soir, dans le genre d'un médicament, et qui a existé jusqu'au début, dans le codex, jusqu'au début du siècle dernier. C'est bizarre. Alors, dans ce thériaque, il y avait plusieurs composants, des graines de sésame, et aussi du venin de serpent qui était cuit, etc., à usage bien sûr thérapeutique. Et il y avait en particulier de la bave d'escargot. En ouvrant et fermant une parenthèse, la bave d'escargot, en particulier l'escargot de Bourgogne, est un excellent antipucé. Jusqu'à présent, dans certaines préparations magistrales en Bourgogne, on vous propose des flacons antitussives, évidemment sédatifs de la toux pour les toux sèches, à base de la bave d'escargot. Mais ce thériaque-là, c'était quelque chose qui était en général très, très difficile, vous pensez bien, à avaler, encore plus à digérer. La seule responsabilité était des bulles. Donc, non-responsabilité des médecins au cours des temps anciens. Vous me direz que la médecine était plus ou moins sacrée. Alors, le Moyen-Âge, à partir du IVe siècle, à la chute de l'Empire romain, la préoccupation majeure devient non plus de réfléchir et de soigner, mais de vivre et de survivre. L'Europe était traversée par des famines, des épidémies, les médecins sont des moines, tout homme est déchiré entre le bien et le mal dans la maladie et la manifestation. Ça nous rappelle quelque chose encore aujourd'hui. Ambroise Paré, ce grand chirurgien que vous connaissez tous, que les chirurgiens connaissent, disait, je le pensais, après avoir fait une amputation, et Dieu le guérit. Le médecin était jugé selon les résultats obtenus sur le malade. Si celui-ci ne guérissait pas, le malade n'était pas payé. Donc il s'agissait uniquement d'honoraires dans ce cas-là. Mais
il se retrouvait souvent chez la famille du malade qui le jugeait par elle-même. Et ça pouvait être, s'il y avait père du malade, ça pouvait être vraiment très embêtant pour le médecin. Alors, la médecine arabe, Ibn Sina, dit Avicenne, connu, Avicenne, comme le nom d'Avicenne en Europe, qui a écrit 43 traités, qui lui n'était pas arabe, il était perse. Il a écrit 43 traités de médecine et a dominé son époque par la qualité des observations. Il a fait la synthèse, évidemment, pour un perse. La synthèse de la médecine indienne, chinoise, hippocratique, il était au carrefour. Et il a écrit surtout le canon de la médecine, Qanun Tib, qui a été utilisé longtemps, enseigné longtemps, en particulier à la grande faculté de médecine à l'époque de Montpellier, qui était très connue, où il y avait un certain nombre d'enseignants qui se basaient sur ces travaux. Al-Razi dit Razès, méthode clinique dans l'art médical, dans l'ophtalmologie, qui a fini aveugle, le pauvre. Ibn Rushd, que vous connaissez à Averroès, surtout, toujours son nom latin. Ibn Nafis, qui a décrit la circulation pulmonaire. C'était le premier qui avait décrit la circulation pulmonaire. Et enfin Maïmonide au IIe siècle, qui a vécu dans l'Andalousie arabe, qui lui était aussi philosophe. Maïmonide était en fait un juif islamisé. Vous voyez, un petit peu à l'époque où l'Andalousie était vraiment multiconfessionnelle et à l'époque où vraiment c'était l'apogée. Alors, dans la prière, il disait, parce qu'il a fait, et il faut connaître le serment de Maïmonide, je vous engage à le connaître. On connaît le serment d'Hippocrate, mais le serment de Maïmonide, on ne le connaît pas suffisamment. L'acte de déontologie, le prophète Mohammed ibn Abdullah Rasulullah a dit, celui qui exerce le métier de médecin alors qu'il n'a guère appris cette science auparavant devra assurer pleinement la responsabilité de ses actes. Si médecine il y avait à l'époque. Tout de suite en passant au XVIIe siècle, dit le siècle des Lumières, les médecins faisaient l'objet de railleries, rappelez-vous, toutes ces pièces de Molière, le malade imaginaire, le médecin malgré lui, on raillait les médecins. Quand un malade était arrivé au bout du rouleau, on ramenait 3 ou 4 médecins qui avaient des avis contradictoires et qui en fait finissaient toujours par la perte du malade. Et comme traitement, il y avait bien entendu l'exérèse chirurgicale, la phytothérapie et aussi la sénie. On reparlera de la sénie si vous voulez bien, qui a survécu jusqu'à nos jours et qui s'appelle Hijama. On en reparlera si vous voulez. Alors, la non-responsabilité, bien sûr, était la règle. Et pendant des siècles, le médecin, trop souvent impuissant devant la souffrance humaine, n'en était que le témoin compatissant. Il ne pouvait être condamné pour les échecs d'une science balbutiante. Vraiment. Avant le 19e siècle. Alors, il a fallu attendre le premier empire français, et avec Napoléon Bonaparte, pour que dans l'apparition d'un certain nombre de textes de loi, en particulier du Code civil, vous savez que Bonaparte, dans ces régimes, dans l'Empire français qui était totalitaire, il a imposé sans parlement, sans rien, des textes de loi. Et un certain nombre d'institutions qui ont survécu jusqu'à nos jours, y compris chez nous. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation en 1835. Alors là, c'était un sale temps pour les médecins. Il y a un procureur qui a déclaré que l'exercice médical rentrait dans un cadre quasi-délictuel, voire délictuel, ça veut dire que vous étiez des délinquants, qui dit délictuel dit délinquant. On parle de négligence, d'impuissance, de légèreté, de méprise grossière, d'ignorance grave des choses qu'on devrait nécessairement savoir et pratiquer. Les médecins étaient susceptibles des tribunaux pénaux, correctionnels, voire pénaux, c'est-à-dire qu'il y avait une sanction pénale au bout du compte. C'était vraiment terrible, sale temps pour les médecins. Il a fallu attendre un siècle, jusqu'à l'arrêt Mercier du 20 mai 1936. Alors là, juste un mot de l'arrêt Mercier, pourquoi? Parce qu'il s'agit de Madame Mercier en particulier, parce qu'un arrêt de jurisprudence porte le nom de la personne qui a été jugée, dont l'affaire a été jugée. Madame Mercier, qui a été soumise dans les années 20 à elle avait probablement une rhinite, d'après les écrits, une rhinite dans le genre allergique,
qui a été soumise à des inhalations d'éléments radioactifs. À l'époque, on en faisait un traitement, inhalation, voire on buvait avec la découverte de Pierre et Marie Curie. Cet élément radiaire, il était considéré comme un élément thérapeutique. Évidemment, pour elle, ça s'est très mal passé, parce qu'elle a eu une réaction terrible des voies nasales, une radiomucite, une sinusite importante, etc. Et monsieur et madame Mercier se sont retournés juridiquement, ont déposé plainte contre leur médecin, le bon docteur, conforme aux données de la science acquise, que vous avez acquis au cours de votre cursus, et qui est devenu de jurisprudence en jurisprudence de la science actuelle. Ça veut dire qu'il y a obligation de formation post-universitaire. Vous n'avez pas le droit de méconnaître un diagnostic ou un traitement actuel. Vous avez le devoir de l'évoquer, même si vous ne l'avez pas sous la main. Très important, parce que vous risquez d'être jugé sur cette heure. Alors, la responsabilité entre dans un cadre contractuel, le médecin est tenu à une obligation de moyens sans obligation de résultat. À part deux cas particuliers, la radiologie. Vous êtes tenu à une obligation de résultat. Mais aussi la chirurgie, peut-être la médecine esthétique, mais en tout cas la chirurgie esthétique. On peut vous attaquer sur le fait que les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que vous avez. Alors l'obligation de moyens, c'est l'obligation de science et de technique médicale. Obligation d'humanisme, déontologie, éthique médicale. L'humanisme, l'art de traiter un malade tel un malade, ça risque d'être tenu contre vous. L'accueil du malade. Le malade, c'est un être qui n'est pas ordinaire. C'est quelqu'un qui a perdu ses possibilités. Si vous le recevez comme un guichet d'APC, vous risquez d'être en faute déontologiquement. Vous avez le devoir d'information de l'article 43 du Code de déontologie. Attention, vous devez informer les malades brièvement. En particulier, moi j'ai été, il y a plusieurs dizaines d'années, médecin généraliste. À l'époque, les malades, quand on essayait de leur expliquer, d'ailleurs avec des termes qu'on n'arrivait pas à traduire, ils vous disaient « je ne veux pas savoir, tu me donnes un traitement, mais donc les gens se sont améliorés, et en particulier en matière de chirurgie. Quand on va vers une intervention, et en particulier à risque, on a le devoir d'expliquer au malade brièvement. Parce qu'il y a eu, sur le plan de la réalité, des plaintes en disant pour obtenir, bien sûr, le consentement éclairé. Ça veut dire un consentement éclairé, il a compris ce que vous avez dû faire. Il est consentant. Bon. Qui signe en matière de chirurgie, il y en a qui font signer, mais attention, ce n'est pas un permis d'escalder ou un permis de rendre invalide. Vous avez le secret professionnel qui est un article, mesdames, messieurs, du Code pénal. Le secret professionnel en matière de médecine, en particulier dans les espaces publics, est devenu un secret de polichinelle. On sait qui a qui, quelle affection, comment il fait. Attention, s'il y a quelqu'un qui se plaint devant un procureur de la République, ça peut vous amener en prison. Claire. La loi existe, on sait que le lit du 17, c'est un cancer de la prostate, le lit du 12, c'est une cholécystite grave, etc., etc. Il y a secret partagé entre le personnel médical, ou alors dans le privé, c'est plus difficile parce qu'en principe, il n'y a que le médecin qui sait, bien sûr, le diagnostic et le secret de son malade. Il n'a pas intérêt à dire à une tierce personne en dehors de son consentement. Alors, la jurisprudence tend à faire admettre l'exercice médical dans le système d'une responsabilité sans faute. Ça veut dire que, on reparlera tout sur le débat, j'essaie de résumer, c'est très difficile. La responsabilité, il faut que le malade puisse apporter la preuve que vous êtes responsable de son dommage, de ce qui lui est arrivé. Mais actuellement, il y a une évolution parce que c'est très difficile de faire la relation de cause à effet. Dans la mesure où il y a, en particulier, encore une fois, dans l'exercice privé des assurances, l'assurance, le juge a tendance à considérer que de toute façon, le médecin est responsable civilement, j'entends, et qu'il doit des dommages et intérêts, et c'est les assurances qui payent.
bien entendu. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Il y a des arrêts célèbres qui ont fait infléchir la jurisprudence. L'arrêt Gomez en 1990, la Cour d'appel des hôpitaux de Lyon. C'est une correction d'une syphose qui a abouti sur une paraplégie. Tout a été fait comme il faut, la technique chirurgicale, et ça s'est mal passé. Et on a considéré que l'établissement, dans ce cas-là, était responsable. L'arrêt Bianchi à Marseille, c'est un arrêt du Conseil d'État en 93, une artériographie vertébrale à l'époque, c'était des techniques un peu difficiles, mais ça a abouti par un AVC et une tétraplégie. On a considéré que l'établissement était responsable. L'arrêt Perruche qui a fait coller beaucoup d'encre en matière de gynéco. Je ne sais pas si vous êtes gynéco ici. C'est une rebelle de la mère le médecin gynécologue a fait une échographie, il est passé à côté d'une information. Et puis il y a une série d'événements, parce que l'enfant est né mal formé, il s'est retourné contre les parents se sont retournés contre le médecin. Ça a créé un tollé considérable jusqu'à ce que le Parlement français vote une loi qui dit, en complétant le code civil, nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance. La diapo suivante. En conclusion, le médecin que vous êtes et que je suis est né de la souffrance humaine. Bien entendu, s'il n'y a pas de souffrance humaine, il n'y a pas de médecin. À défaut de guérison, il apporte un peu de consolation et d'espoir. Vous promettez de donner des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données de la science, mais vous ne promettez pas de guérir à tous les coups. Il y a toujours une part d'impondérable. Dans le traitement, j'entends, peut-être un peu moins dans le diagnostic. Pour remplir sa mission, il est doté du pouvoir exceptionnel de porter atteinte à l'intégrité d'autrui. C'est la seule profession. Vous pouvez porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans être répréhensible devant les tribunes. Ce prestige, les médecins le doivent à l'importance de leur rôle social, et selon l'expression populaire, on va chez le docteur en parlant de celui qui est qualifié à guérir des angoisses, souvent, et abréger des souffrances, bien entendu. En contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, le médecin est responsable des actes accomplis par lui dans l'exercice de son activité professionnelle. Bien évidemment, le médecin répond de ses actes sur le plan moral face à sa conscience. Ce sont des malades que vous voyez. Des enfants, comme disait un de mes maîtres. À l'époque où j'étais dans un petit patelin, où j'étais un peu désemparé, des enfants comme vous. J'étais généraliste, des enfants, des adultes, des cadavres, des femmes, intergénicaux, dépassés par le nombre et tout, par la prise de responsabilité. Il m'avait dit à l'époque, ça m'est resté dans la tête, j'espère que ça vous reste là, comporte-toi comme si c'était quelqu'un de ta famille. Si c'est une femme, tu diras, est-ce que c'est ma mère ou ma soeur, qu'est-ce que je lui aurais donné? Si c'était un homme, c'est mon père ou mon frère, qu'est-ce que j'aurais donné? Quel est le type? Et ça passera tout seul. En tout cas, pour moi, c'est passé. Les médecins sont, comme tous les citoyens, méritent d'être surveillés par la justice et jugés par elle. En effet, s'il appartient au magistrat de juger à travers son intime conviction, en prenant compte les intérêts légitimes du malade, la fonction médicale doit être également défendue contre tout excès, car l'erreur est humaine et la médecine aussi. Alors, je vous ai mis un petit quiz ici. Vous avez deux images. Un tableau à gauche et une image à droite. Ici à gauche, vous avez cet excellent tableau de Rembrandt, ce peintre hollandais, qui a peint ici ce qu'on appelle la leçon d'anatomie du docteur Tulp. Il faut savoir qu'une fois par an en Hollande, on faisait la dissection devant des disciples d'un criminel. Il venait d'être exécuté juste avant. Le médecin, le criminel. Sur la photo de droite, qui date de 1967, le médecin qui est allongé et le criminel qui est debout. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui est à droite allongée? C'est donc le docteur, comme nous, comme vous. Ernesto Che Guevara, de son nom de la Ferma, qui était de nationalité argentine et qui était cubain de révolution.
La diapo suivante, je vous mets en face cette citation de Rabelais du XVe siècle, qui lui aussi était médecin Rabelais, et qui était écrivain, qui était philosophe, et qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Alors, on vous remercie et maintenant on ouvre le débat. S'il y a des questions pour les 3 premières communications, elles sont les deux. Enfin, un expert de la pathologie en elle-même. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis Micheli, président du Conseil de l'Ordre des médecins. Je voudrais apporter 3 précisions. Tout d'abord, pour réagir directement par rapport à la responsabilité, les légistes ne sont pas nommés seuls dans les expertises. Ils sont nommés dans le cadre de collèges d'experts, et un médecin légiste n'en sait pas plus que le chirurgien ou le gastro-entérologue de fond. Pourquoi un légiste? Parce que c'est des gens qui ont fait du droit et évidemment qui s'occuperont de la discussion médico-légale du cas. Et dans le collège expert, il y a 2 spécialistes, et c'est l'occasion pour répondre à la fois au conférencier et à monsieur le président du congrès, puisqu'il a posé la question si un médecin généraliste est par hasard impliqué dans un procès, la règle c'est que le juge doit nommer un collège d'experts où il y a un légiste qui sera le coordinateur du collège, un spécialiste de la question, et puis si c'est un médecin généraliste qui est impliqué, il y aura un généraliste parce que l'expertise et le jugement doivent se faire in concreto. C'est ce que dit le droit. Que veut dire in concreto? C'est-à-dire selon la réalité de l'exercice. Si j'ai à expertiser un cas où c'est un généraliste qui travaille dans la capitale, à Tunis ou à Alger, je ne me comporterai pas de la même manière que si c'était un généraliste qui travaillerait, par exemple, loin dans qu'a mise l'éminent orateur qui vient de parler, monsieur le président du Conseil de l'Ordre. J'étais un peu interpellé par le fait de dire que délit fait du médecin délinquant. Non. Le concept de délit est un terme juridique. Et vous savez bien que l'infraction de la loi comporte 3 niveaux. Premièrement, il y a la contravention. Si vous grillez un feu, si vous n'arrêtez pas à un stop, c'est une contravention. Deuxième niveau, c'est le délit, el jonha. Et troisième, le crime. Et rassurez-vous, la faute médicale n'est pas assimilée de prime abord à un crime. Le médecin n'est donc pas un criminel. Troisième remarque, je voudrais aller vers la